avec un focus sur l'avenir des femmes européennes qui s'inscrit évidemment dans la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. C'est le 8 mars, mais c'est une cause, vous le savez bien, qui mérite bien qu'on en passe un peu autour de cette date. Et surtout, c'est déjà une belle et longue tradition de la part du Parlement européen de marquer avec une pierre blanche cette journée du 8 mars et de la cause pour les femmes. Vous allez pouvoir nous suivre soit en direct sur Zoom, sur Facebook, et dès demain, vous aurez la captation de nos échanges sur YouTube, où vous pouvez donc le revoir ou envoyer à des personnes que ça pourrait intéresser. Nous avons une petite heure avec nous, avec comme invitée très spéciale aujourd'hui, Madame Agnieszka Walta-Drop. Elle est la directrice générale du célèbre service Link du Parlement européen. Nous allons le rencontrer dans quelques minutes, mais d'abord, nous avons un autre invité d'honneur et je vais laisser le plaisir à votre hôte de vous l'annoncer. Notre hôte, c'est donc la chef de l'unité des conférences et services aux visiteurs du Parlement européen à Strasbourg, Daniela Zek. Oui, merci Annette. Un très grand merci de ton introduction et je suis très honorée vraiment d'être capable d'être ici comme hôte d'une mardi strasbourgeois avec notre vice-président Papadimoulos, qui est non seulement un vice-président du Parlement européen, mais qui est effectivement le vice-président qui est responsable pour l'égalité des genres au sein du Parlement européen. Il a été avec nous à plusieurs reprises parce qu'ici à Strasbourg, on a toujours fait le point de célébrer cette journée. Non seulement à Bruxelles, au Parlement, mais aussi à Strasbourg, c'est une journée très importante. Alors du coup, je passe la parole au vice-présidente et je me félicite. Excusez-moi, Daniela, on va tout de suite passer la parole au vice-président, mais si vous me permettez, je vais l'introduire un tout petit peu, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Très bien. Si ça vous... Absolument. Désolée, Annette. Tout va bien, petit déroulé. Je passe la parole à vous et je suis très contente que vous êtes là pour introduire notre vice-présidente. Je suis ravie de pouvoir remplir mon rôle donc, de fil rouge. Et d'ailleurs, juste pour les autres pratiques, ceux qui n'interviennent pas, ça sera très sympathique de couper vos caméras parce que c'est un peu perturbant pour ceux qui écoutent, ceux qui parlent pour de vrai. Je vous remercie beaucoup. Donc, avant de passer la parole au vice-présidente Papadimoulis, je voudrais quand même dresser à cette occasion du 8 mars un triste constat. La situation des femmes dans le monde a nettement empiré ces dernières 12 mois. C'est ce qu'ils disent et les chiffres de l'Union européenne, mais aussi des ONG tout à fait crédibles et internationales comme Amnesty justement International ou Oxfam. La leçon à en tirer est en fait relativement simple. Les conséquences des crises du monde sont inégalement réparties et ce sont justement bien trop souvent les femmes sur lesquelles elles pèsent. Ceci dit, il y a aussi, je voudrais jeter tout de suite une note positive, il y a aussi des luttes publiques, donc des lueurs d'espoir que nous pouvons constater, comme par exemple la lutte pour l'égalité de salaire entre femmes et hommes, ça fait quand même notamment en Europe, ou alors cette formidable tendance actuellement de nommer des femmes sur des postes clés, comme Laurence de Cars, toute première femme à la tête du Louvre, Paris, ou encore Iris Knobloch, qui vient d'être nommée première présidente du Festival de Cannes, là aussi une formidable première. D'ailleurs, même au sein d'Arte, que j'ai donc l'honneur de présenter depuis plus de 30 ans, nous avons depuis le début de l'année la toute première directrice de programme, un poste clé de voûte dans notre chaîne européenne et culturelle. Donc, la cause de l'égalité et la plus juste représentation de la diversité de nos sociétés, c'est donc aussi le cheval de bataille de Dimitros Papadimoulis. Il y a quelqu'un qui a son microphone ouvert, qui fait beaucoup de bruit. Ça sera très sympathique si cette personne peut couper le microphone. Quelqu'un se sent concerné. Allô, allô. Je crois que c'est Chiara, connexion à l'audio. Ça se peut, Chiara? Voulez-vous bien couper votre microphone, s'il vous plaît? Je pense que vous êtes en train de vous faire un thé. Voilà. Je vais tout de suite continuer mon introduction. Donc, Monsieur Papadimoulis va donc s'exprimer en anglais. Il est le vice-président du Parlement européen en charge des questions d'égalité et de diversité. The floor is yours and I will try to translate what you will tell our audience in English. Please. Thank you very much. I will speak giving you the opportunity to
to make the necessary Thank you. interpretation. Dear friends, it is my pleasure to welcome you to this event taking place after the International Women's Day. As the Vice President responsible for gender equality and diversity in the European Parliament, for the past 8 years, gender equality has been a very important long-term goal that we have been trying to achieve on all levels in the Parliament. Donc, bienvenue, chers amis, en tant que président, donc vice-président du Parlement européen en charge de l'égalité des genres et notamment de la diversité. Je suis ravie de pouvoir vous dire que depuis 8 ans, nous luttons de pied ferme pour cette cause importante. Numerous studies and day-to-day empirical evidence have demonstrated that gender-balanced workplaces benefit everybody, making employees of all genders happier, more creative, productive, and overall satisfied with their employment. I love this resume. Donc, toutes les statistiques, toutes les enquêtes, etc., montrent bien que quand l'égalité règne sur un lieu de travail, par exemple, quand c'est l'égalité règne, tout le monde est plus heureux, plus créatif et plus satisfait de sa profession et de son occupation. On the political level and following the midterm elections early this year, we not only have a new female EP president, but also a gender balance bureau and more female vice presidents. Donc, avec les dernières élections européennes, les élections de midterm, on montre de plus en plus qu'il y a de plus en plus de postes importants de vice-présidents et d'autres postes de responsabilité au sein du Parlement occupés par des femmes. Belle tendance. Also, the current composition of the committees and delegations in gender representative mirroring the gender composition of the House. As this year's brochure's Women in the European Parliament demonstrates, the European Parliament level of gender representation surpasses the global average as well as the level of female representation in most of the EU member states. Donc, ce n'est pas seulement au sein des comités du Parlement européen qu'on observe cette tendance de plus en plus de représentativité des femmes et d'égalité entre femmes et hommes, mais aussi dans beaucoup de pays d'Europe, c'est une tendance qu'on peut observer. Je résume un tout petit peu parce que le langage des statistiques, ce n'est pas si évident. Actually, there is an evaluation coming from EIGE, European Institute on Gender Equality, which shows that the European Parliament is, in terms of gender equality, in the 3rd place in the whole European Union after the 2 Scandinavian national parliaments in Sweden and Finland. Formidable. Donc, quand on parle de représentativité des femmes dans les postes de responsabilité au sein du Parlement européen, grâce aux chiffres du European Institute of Gender Equality, donc l'Institut européen de l'égalité des genres, l'Union européenne se trouve en place numéro 3 dans l'équilibre tout de suite après les 2 pays scandinaves, Suède et Danemark. La Suède et le Danemark. Nevertheless, gender balanced representation has not yet been achieved on all levels on our institution. Voilà, on est quand même loin de la parité. The glass is half empty and half full. Voilà, la bouteille, en français on parle de la bouteille et pas du verre. La bouteille est donc plutôt à moitié pleine ou à moitié vide, ça dépend du point de vue. When we are looking across the composition of the committees and their secretariats, or at the specific Directorate General, we continue to see many horizontal imbalances that remain to be addressed. Donc, quand on regarde la composition des comités, des secrétariats et les directions générales en général du Parlement européen, on remarque quand même une inégalité horizontale
qui continuent à persister. Quite a few committees have a predominantly male membership, with only 2 committees having a predominantly female membership. Voilà, surtout, j'ai pas tout à fait compris le début de phrase, excusez-moi, mais sur tous les comités, il n'y en a que 2 qui sont vraiment parfaitement paritaires. Yes, now it's better again. There was a little interruption, I'm sorry. Have I to repeat it? Yes, please. Repeat just your last sentence, please. I was saying that in the very large majority of the committees, we have a predominantly male membership, and in only 2 committees, we have a predominantly female membership. Donc, je dois corriger, ce n'est pas ce que je viens de dire, c'est dans la totale écrasante majorité des comités, ce sont les hommes qui dominent, donc une balance en faveur des membres mâles de ces comités. Il n'y en a que 2 où les femmes sont majoritaires. And also, some directorates general also have a very visible overrepresentation of men, while some others of women. So the challenge of an horizontal spirit of achieving equality is crucial. C'est ça, c'est la vision horizontale qui est cruciale, parce qu'aussi dans les directions générales, il y a en dominance des hommes et il faut le voir d'une façon horizontale. C'est là qu'il faut qu'on arrive à un véritable équilibre. The same comes as an empirical experience when we are discussing about the management inside the European Parliament. In the beginning of our mandate, we have put unanimously in the Bureau of the European Parliament some ambitious targets. 50% of the head of units to be women, 50% of the directors to be women at the end of our mandate, and over doubling the percentage of women in as director generals from less than 20% to 40%. Donc, vous avez entendu, je pense que vous avez compris les chiffres, donc il y a une vraie, un master plan, on pourrait même dire, général, pour attendre donc, dans les DG carrément la parité, et non, pardon, à l'intérieur de l'administration, la parité, et au niveau des directions générales, donc qu'on arrive de moins de 20% de femmes à 40%. Ce n'est pas encore la parité, mais ça sera un véritable progrès. Until now, we are close in the middle of our mandate. I think that we will achieve the goal of 50% women as head of units and 50% of women as directors, but we have to improve our work and our ambitions in order to break the glass ceiling where we are discussing about general directors. And this is among my priority. I waited for this word, glass ceiling. It was a question of minutes. Donc, ils sont à peu près à la moitié du mandat, cette direction générale, et avec leur plan, ils sont assez optimistes, et M. Papadimoulis est très optimiste qu'ils vont arriver à 50-50 par rapport au chef d'unité et 50-50 par rapport au directeur. En revanche, le glass ceiling, pardon, le plafond de verre reste malheureusement encore intact quand on parle de direction générale et c'est là, ça sera donc la véritable priorité pour cette deuxième partie de mandat, de le briser. And truly speaking, this is not a disadvantage specifically of the European Parliament, of our House, of our institution. That reflects wider trends in our society and highlights the need to tackle gender stereotypes and imbalances both within the workplace but also in our society at large.
Donc, ce qui se passe au sein du Parlement européen n'est pas du tout un cas isolé si on regarde l'Europe. C'est justement cette difficulté-là, ce plafond de verre qu'on observe à travers tous les secteurs et tous les pays d'Europe. Et c'est là justement qu'il va falloir travailler en priorité pour casser ces stéréotypes que les femmes dirigeantes, que ce soit en politique, en économie, etc., ne soient pas à l'égal de leurs collègues mâles. The high-level group, which I have the honor to chair, had prepared a roadmap with ambitious goals in order to improve that efforts for full equality. And I'm happy to tell you that it was unanimously adopted from the Bureau of the European Parliament in April of 2021. And that roadmap puts a lot of quantitative and also qualitative targets with specific milestones which have to be achieved day by day, week by week, month by month until the end of our mandate. I'm an engineer and a manager by profession, so I like to have specific milestones in our work in order to have visible results with clear indications. Stop, la phrase est très longue. Donc, c'est en avril de l'année dernière que M. Papadomélis voudrait partager avec nous que d'une façon unanime au Parlement européen était donc adopté un plan stratégique, roadmap, donc un mot d'emploi, si j'ose dire, pour faire des progrès et au niveau de quantité que de qualité pour l'égalité des femmes et des hommes au sein du Parlement européen, avec en plus des étapes très précises, des milestones qu'il faut atteindre. Et c'est très important de le faire vraiment step by step, day by day, tous les jours un petit peu. Et je sens bien, vous êtes de l'âme marathonien plutôt que sprinter, et c'est bien ce qu'il faut pour tourner les roues sur cette cause. Ça, ce n'était pas une traduction, mais un commentaire. À vous. This roadmap asks from the administration to combat gender stereotypes through gender-sensitive and gender-inclusive communication, language, trainings, and further developing work-life balance measures for all genders. And we have in that roadmap some decades of specific milestones and targets to be achieved, and some indicators quantitative indicators in order to be examined, evaluating 2 times a year our progress. Donc, dans ce plan stratégique pour changer les choses, il y a aussi toute une toolbox, toute une boîte d'outils au niveau de training, de communication, de sensibilisation de tout le monde pour cette cause, pour être plus aware, plus conscient qu'il faut faire des progrès. Aussi très important, c'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et ça pour tous les genres, hein, pas seulement les femmes, bien évidemment. Et donc là aussi, avec des buts précis, avec des indicateurs, donc pour que ça devienne des progrès mesurables et pas seulement des beaux paroles, des belles paroles. Coming to an end to my intervention, I would like to tell you that the crucial challenge now is not to prepare good rules, but to implement them. And when we're discussing about equality, the crucial challenge is to change culture, to fight against traditional and conservative stereotypes. And that needs participation of all. And so I would like from your side, before giving the floor to the Director General Walter Drop, to ask from your side to help that effort, participating actively, to criticize our work, and to ask for more deliverables at the end of the day. We have
2 full years until the end of that mandate before the European elections, and there is a lot of work to be done. We did a lot, but we have a lot also to be done. Thank you very much. Thank you so much, Dimitros Papadimoulis. Je vais essayer de bien aussi rendre compte de vos toutes dernières paroles. Donc, vous avez dit avant de finir, vous voulez quand même souligner que l'important maintenant, ce n'est pas de développer des nouvelles lois, des règles, mais de les implémenter. Il faut passer à l'action. C'est fini le temps des belles paroles. Il faut dire que l'époque est plutôt propice à entendre ce genre de discours, je dirais. Mais encore une fois, ça, c'est un commentaire. Donc, vous insistez aussi pour dire qu'il faut, et c'est un changement de culture qu'il faut opérer pour vraiment arriver maintenant à faire encore des progrès importants et nécessaires, casser certaines traditions et stéréotypes conservatrices de la société avec la participation de tout le monde, donc pas du tout seulement de femmes, mais aussi d'hommes. Et donc, l'essentiel, c'est qu'il nous demande à nous tous, ceux qui l'écoutent ce soir, de participer activement et de s'impliquer et de demander des résultats aussi au Parlement européen, de leur demander des comptes pour, si j'ose dire, là encore une fois je commente, les forcer à faire des progrès aussi de l'extérieur. Merci beaucoup Dimitros Papadimoulis et je vous souhaite encore une belle et longue lutte sur les 2 ans de combat qui vous restent avant les prochaines élections européennes. Merci beaucoup, à vous les mêmes. Merci à vous. Donc, nous allons passer le dernier 3/4 d'heure à peu près qui nous reste en compagnie d'Agnieszka Walta-Drop. Vous avez déjà entendu, vous la voyez déjà, elle a travaillé assidûment pendant que nous parlions encore, je l'ai bien vu. Donc, je suis ravie de vous présenter à vous tous cette femme remarquable, ancienne diplomate polonaise qui a fait depuis une carrière incroyable au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe. Nous allons parler un peu plus tard de votre parcours personnel. Vous dirigez donc aujourd'hui, Agnieszka, le service Link du Parlement européen. C'est donc la directrice générale du service de logistique et interprétation pour conférences. C'est un point névralgique, forcément, du Parlement européen. Ensemble, donc, nous allons évoquer dans quelques instants aussi cette étude d'Eurobaromètre qui vient de paraître sur la situation des femmes en temps de Covid. Et de comment on va pouvoir les soutenir. Mais je voudrais tout d'abord commencer à vous poser une question liée à cette actualité terrible qui nous tourmente tous depuis plus d'1 mois. Maintenant que je parle évidemment de la guerre en Ukraine, nous vivons donc une situation d'urgence en Europe avec ces milliers de femmes et d'enfants jetés sur les rues par la guerre en Ukraine, sans parler évidemment du sort de celles qui doivent ou qui restent ou qui veulent rester au pays. Donc, ça me semble important d'honorer cette journée internationale des femmes à parler de cette urgence vraiment récente que nous ressentons tous. Je sais que c'est un sentiment personnel que je demande, mais c'est ce que vous dites, vous, Madame Walta-Drop, comment les protéger, comment peuvent-on venir en aide aux Ukrainiennes pour garantir leurs droits? Bonjour, Madame Gerlach, et merci de votre invitation, de l'invitation du Parlement européen, enfin ma propre maison, de parler aux Strasbourgeois. Vous savez que c'est un lieu spécial pour nous. Il y a eu une invitation bilingue en français et en allemand. Et c'est le voisinage est très important aussi pour, pas seulement pour l'Europe aujourd'hui, mais pour l'histoire de l'Europe. Et ce qui se passe de l'autre côté, au limitrophe de l'Europe à l'Est, c'est effectivement un processus malheureux, très violent, injuste, qui est une bataille pour le lieu commun de vivre entre des différentes cultures et pour pouvoir participer à l'idéal, à la coopération et au futur commun européen. Moi, je suis polonaise, comme vous pouviez peut-être deviner de mon nom, de mon prénom. C'est difficile pour tous les autres que le polonais, je dirais.
Et nous avons, c'est comme vous à Strasbourg, vous avez dans votre chair l'histoire commune franco-allemande qui est quand même un peu plus distante que l'histoire commune de l'Est de l'Europe. Mais l'histoire des conflits, l'histoire des guerres et l'histoire de la réconciliation est un effort commun d'établir disons, la vie commune et les règles communes qui nous permettent de vivre en paix. Nous avons effectivement très profondément chez nous cette histoire de l'affrontissement, des guerres, de l'agression du côté l'Est. Et c'est maintenant que c'est l'heure de preuve. C'est aussi d'une certaine manière très important, très beau, même si très tragique, que c'est la cause européenne et la volonté d'être dans le système, dans la sphère de règles, des marchés qui sont de la loi, que les Ukrainiens veulent maintenant participer et qu'ils payent le prix ultime, le prix de la vie. Je crois que c'est absolument important que nous, on ne cesse pas d'être près d'eux, qu'on ne cesse pas de leur apporter de l'aide, y compris l'aide concrète, matérielle, pour qu'ils puissent mener cette guerre. Et que la communauté démocratique de l'Europe et transatlantique exerce toutes les pressions possibles pour que le côté russe arrête et sort de cette guerre. Mais jusqu'à ce que ça se passe, il faudra beaucoup d'efforts d'aider l'Ukraine, y compris aider les réfugiés. La Pologne, maintenant, c'est le pays qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés. C'est plus que 2 millions. Varsovie même a reçu 300 000 réfugiés. C'est plus que l'Allemagne, toute l'Allemagne aujourd'hui. Et ce sont surtout les femmes et les enfants. Pardon? Je pense qu'on est aussi, entre-temps, on atteint aussi le chiffre de 300 000 en Allemagne, mais vous avez raison, aucune ville, aucun pays a pris autant que la Pologne, tout à fait. Voilà. Vous êtes les premiers à faire de la solidarité. L'Allemagne a 80 000 millions d'habitants, Varsovie a 1,3 million. Exactement. Alors, exactement. Et je ne parle pas de la Moldavie, qui a reçu le nombre le plus grand de réfugiés si on compte sur le nombre d'habitants. Et la plupart d'entre eux, ce sont les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants et d'une certaine manière les gens âgés, mais beaucoup d'eux qui sont âgés n'ont pas quitté l'Ukraine, parce qu'ils n'ont pas de force ou ils préfèrent de rester chez eux et de garder ce qu'ils ont. Tandis que les femmes sont parties avec leurs enfants pour protéger les enfants et bien évidemment aussi pour protéger elles-mêmes. Alors l'effort qu'on fait maintenant, je crois qu'il faut qu'on le fasse partout en Europe, c'est de les aider d'organiser leur vie provisoire, parce que la plupart d'entre eux, elles veulent revenir. Vous voyez, c'est une guerre qui s'est commencée, mais tout le monde espère que ça se finit. Et alors, pour organiser, pour les soutenir, en Pologne et d'ailleurs aussi dans d'autres pays, on reçoit beaucoup de gens chez soi, à la maison. Il y a la question d'aide à l'éducation. J'ai reçu aujourd'hui un SMS d'un groupe de volontaires, des amis qui disent: on a ici 200 personnes, dont 30 enfants qui sont ennuyés parce qu'on organise les activités pour eux.
Il y a un effort aussi bien de l'État ukrainien que de l'État polonais et les autres d'organiser l'éducation en ligne. À Varsovie même, il y a 80 000 enfants de l'âge scolaire. Et il y a beaucoup des écoles qui ont reçu les enfants ukrainiens, mais aussi en parallèle, il y a quand même l'apprentissage en ligne. J'ai rencontré une Ukrainienne aujourd'hui qui fait partie du programme des visiteurs de l'Union européenne. Elle a dit que son oncle et ses enfants, qui sont 11 et 13, qui sont quelque part dans la région de Khmelnytsky, qui entre Kiev et Lviv, ils suivent maintenant l'apprentissage en ligne qui a été organisé après un mois en Ukraine aussi. Ce qu'on peut faire, ce qu'il faut, c'est de l'aide, c'est de l'argent et aussi de l'aide en espèces. Et d'ailleurs, ces volontaires dont j'ai parlé ont dit que lentement aussi, les fonds s'épuisent parce que les gens ont offert ce qu'ils avaient à offrir et peut-être qu'ils n'en ont plus, ou ils n'ont pas ne sont pas prêts d'offrir plus, mais aussi le cœur et aussi le volontariat. Je connais beaucoup de gens, je suis beaucoup à Berlin, c'est aussi une ville qui reçoit des immigrants, des réfugiés. Et il y a des gens mes voisins, ils vont pour 2 jours, pour 2 heures chaque week-end pour aider à distribuer le thé ou à faire chauffer, faire des chauffeurs, faire transporter les gens s'ils en ont besoin. Alors, la mobilisation dans les régions qui sont le plus concernées et la mobilisation aussi financière, je crois que l'Union maintenant fait preuve aussi au niveau de la Commission avec le fonds. On a voté au Parlement européen la semaine dernière la redirection de fonds régionaux vers les réfugiés. On a aussi voté le fonds pour l'assistance microéconomique en Moldavie, qui est un programme plus disons, réparti, plus habituel, mais qui aussi aide maintenant à mitiger cette situation de crise. Je crois que ce qu'il faut le plus, c'est la pression en Russie, l'aide aux militaires et, disons, le changement de rapport de force. Malheureusement, on ne le voit pas pour l'instant que ça change. Mais c'est très bien comment vous résumez tout ça. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de souligner que Vladimir Poutine est un homme et pas une femme. Parce qu'on parle du 8 mars aujourd'hui, on parle de la force aussi pacificatrice des femmes. Et là, c'est clairement pas l'œuvre d'une femme de ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, ça montre bien que les femmes sont toujours les premières victimes en cas de crise. Bien évidemment, la violence contre les femmes en Ukraine aussi est en plein. Elles sont vulnérables, il y a des jeunes non accompagnés, il y a vraiment des problèmes terribles, notamment pour ces femmes. Et vous avez tout à fait raison, il faut que nous mettons en œuvre en fait les valeurs européennes pour leur venir en œuvre et pour leur venir en aide. Et c'est justement la solidarité doit être le cœur de notre action envers ces femmes. Je voudrais, Madame Waterdrop, encore une fois, merci beaucoup de consacrer cette heure à cette cause qui est si importante, celle des femmes. Je voudrais un peu parler de votre parcours justement en tant que diplomate polonaise, un pays, on peut le dire, je crois, sans le offusquer, sans le blesser, plutôt conservatrice dans ses valeurs, et pas seulement récemment, mais un poids très fort de l'Église également dans ce pays par rapport à d'autres pays européens. Alors, une femme faisant son chemin dans la diplomatie d'abord, ensuite dans les institutions européennes, je voudrais bien que vous nous parliez un peu peut-être des difficultés que vous avez rencontrées, mais surtout aussi, qu'est-ce qui vous a aidé à arriver jusqu'à ce poste très important au sein du Parlement européen aujourd'hui?
Attention, votre micro est coupé. Oui, voilà. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je vais évoquer ou rappeler une anecdote que j'aimais bien répéter quand j'étais diplomate. À l'époque, c'était à Bruxelles, effectivement. Je commençais à Bruxelles. Et j'étais assez jeune. J'avais 27 ans. J'étais attachée culturelle. Alors, assez indépendante, j'organisais des trucs. On représentait aussi la Pologne auprès de l'OTAN, parce qu'à l'époque, on était en route ensemble. Oui, de l'adhésion, et c'était l'ambassade bilatérale où j'étais, qui représentait nos intérêts et qui aussi aidait à négocier. Et alors, on me demandait, mais comment c'est un peu la question que vous posez aujourd'hui, mais bien évidemment, posée à quelqu'un qui était plus jeune et qui était aussi dans une autre situation personnelle, d'autant plus que j'étais disons, femme indépendante et je n'avais pas de famille à l'époque. Et alors, moi, j'aimais de dire, parce que moi, je ne comprenais pas la question. Et pourquoi, j'essayais d'expliquer pourquoi. Or, je crois qu'en Pologne, il y a une forte tradition d'une forte place des femmes dans la société. Ça a un contexte assez traditionnel, c'est vrai, parce que longtemps, c'était comme ça que c'était les hommes qui étaient ceux qui gagnaient, qui gagnaient la vie et les femmes, elles restaient soit à la maison ou qu'elles faisaient des métiers qui étaient moins payés ou peut-être considérés comme moins importants. Mais aussi à cause de l'histoire, je crois, on a eu beaucoup moi j'aimais bien cette histoire des femmes dans ma famille, comme on avait quand même une histoire des hommes encore dans le 19e siècle qui étaient pas péris, mais affaiblis par toutes au parti pour toutes les sortes de révoltes, de guerres et tout ça. Les femmes devaient se débrouiller. Les femmes devaient mener le ménage et devaient prendre soin de leurs enfants. Et en plus, il y avait une forte tradition d'émancipation. Les femmes, la Pologne était tout de suite, comme elle a regagné l'indépendance en 1918, après 123 ans d'inexistence. Elle a introduit le droit de vote pour les femmes. Il y avait toute une série je ne sais même pas si on dit suffragistes en français, mais les suffragettes. Voilà. Les femmes qui étaient actives dans l'éducation, dans la culture, dans ce qui était le média de l'époque, etc., etc. Et dans ce sens, ce n'est pas surprenant qu'il y a des femmes fortes aussi dans l'espace public. Par contre, je crois que la question du pouvoir est un peu sous-estimée. Parce que j'avais une copine qui est mariée tard, qui avait un partenaire, un mari qui gagnait bien sa vie, et elle faisait son diplôme en médecine. Elle avait des problèmes avec des examens et tout ça. Elle a dit, mais pourquoi? J'en ai pas besoin. Et moi, je disais toujours, toi, tu as besoin de ton propre argent. Ça, c'est le pouvoir que tu as. Dans le futur, n'importe quel, combien c'est bien que ton ménage va maintenant, et même dans le futur, ça te donne une autre position. Or, ce pouvoir, je crois, économique et d'indépendance dans la société, qui était d'ailleurs encore renforcé par 40 ans du pouvoir communiste, parce que là-bas, n'importe quoi qu'on dise, les femmes devaient travailler. Voilà, c'était beaucoup plus légal qu'à l'Ouest. Tout à fait, ça vaut aussi pour l'Allemagne de l'Est. Mais avec ça, ce qui est venu, c'est aussi une certaine
statut et une certaine position des femmes. Alors pour moi, c'était... Oui, j'ai grandi dans une société qui est plus conservateur, mais ce n'est pas une société qui m'a arrêté et qui ne m'a pas permis à faire ce que je voulais. Or, à certains points, j'ai eu aussi une chance historique avec le changement, avec la chute du communisme. Je finissais mes études, j'étais active, je connaissais des langues, etc., etc. Et à un certain point, ça s'est avéré que j'ai joint la carrière diplomatique. Et puis, c'est là que j'ai découvert un peu le problème dont M. Papadimoulis, dont lui, il a parlé aujourd'hui, que le rapport de force n'est pas aussi bien. Parce que c'est vrai que les femmes, dans leur parcours de la vie, y compris parcours professionnel, ils doivent jouer des rôles qui, parfois, leurs collègues masculins, ils ne doivent pas faire, ou ils ne font pas aussi intensement que ça. Et c'est pour cela que je suis une grande partisane aussi des mesures de la politique pour renforcer Justement, le rôle Madame de femme. j'aimerais bien vous... On a très bien compris que donc vous ne vous sentiez pas vraiment empêché par le conservatisme, on va dire, de la société polonaise d'avancer. Au contraire, vous revendiquez une tradition de féminisme même et des femmes fortes en Pologne et dans votre famille, tant mieux. Mais justement, la question du pouvoir et de non-égalité entre les postes de pouvoir au sein de l'Union européenne, là je parle vraiment de l'institution, des institutions comme le Parlement pour lequel vous travaillez. Donc, en dehors de la Pologne, sur votre parcours réel après au sein des institutions, qu'est-ce qui vous a aidé pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, malgré cette forte tendance à la prédominance masculine, notamment quand on parle des directrices générales, parce que vous en êtes une? Disons que mon carrière a des étapes. Et moi, je dirais qu'il y avait quand même une différence entre ce que je faisais pour le gouvernement polonais, parce que j'étais 18 ans diplomate au service polonais. J'étais à Bruxelles. J'étais chef du cabinet des négociateurs en chef pour nos pourparlers en Union européenne. Puis j'étais à Berlin. Et puis, à partir de 2011, je suis au Parlement européen. Or, un parcours. Oui, pardon. Un impressionnant parcours. Merci beaucoup, mais si je vois parfois mon curriculum, je dois, c'est un peu ennuyant seulement, tu vois. Pour un homme, ça sera ça sera un CV, tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, si j'ose dire. C'est une vraie carrière institutionnelle que vous avez fait. Oui, voilà, merci beaucoup. Et or, je crois que pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans le côté, disons, polonais, de mon parcours polonais, c'est effectivement que je pouvais être, j'avais eu la chance que j'ai su utiliser, dans le sens que je suis devenue un peu par hasard attachée culturelle, parce que quelqu'un devait partir et il cherchait, c'était le temps de la Révolution. Et puis après, je crois que ce qui m'a aidé, c'est que je ne pensais jamais de ma place et de mes devoirs dans le sens de contraintes, y compris les contraintes de mon comment on dit, genre au sexe. Vous voyez que moi... Vous avez vu ça d'un point de vue neutre, comme s'il n'y avait pas le handicap entre guillemets femme. Oui, un peu ça. Et puis, c'est vrai que peut-être à un certain point, je pouvais faire des choses qui étaient plus de coordination, plus de négociation et tout ça, auxquelles moi j'avais peut-être des talents, je crois que j'avais des talents. On peut dire c'est plus féminin, c'est moins féminin, je ne sais pas, mais c'était jamais
une lutte pour le pouvoir et jamais un parcours qui essayait à gagner par le combat, disons. En disant ça, j'avoue que c'est une qualité qui est nécessaire aujourd'hui aussi. Peut-être que moi, je l'aime, mais je l'ignore. Hein? Je préfère de l'ignorer. Oui, voilà. Si je peux me permettre, Madame Walterdrop, encore une fois, votre carrière a été faite dans les dernières décennies et les mentalités changent beaucoup actuellement. D'ailleurs, ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous trouvez que les femmes doivent absolument gagner leur propre argent, c'est chose entendue parmi les jeunes, les 15 à 30 ans, les femmes, elles pensent vraiment en écrasante majorité que c'est évident qu'il faut une indépendance financière. Et là, ce que vous venez de dire, je trouve ça très intéressant. Vous n'avez pas avancé parce que vous vouliez le pouvoir, c'est juste que vous saviez faire des choses, vous êtes intéressé, etc. Mais est-ce que ça ne sera pas peut-être l'époque où les femmes doivent aussi très clairement vouloir le pouvoir? Est-ce peut-être ça, c'est ce que nous, de notre côté, pouvons faire pour briser ce glass ceiling, ce plafond de verre dont parlait le vice-président? Est-ce qu'il ne va pas peut-être falloir changer là-dessus pour celles qui poussent derrière vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que c'est un double processus parce qu'il faut en être conscient et il faut faire la lutte où c'est nécessaire, parfois c'est nécessaire même pour faire le point, pas seulement de gagner la bataille, mais pour faire le point. Mais d'un autre côté, je crois que c'est important de ne pas voir, de ne pas regarder l'espace public ou l'espace commun, disons, pas public, commun. Et dans cet espace commun, nous avons les institutions, nous avons soit les institutions publiques, mais nous avons aussi les institutions de l'économie, nous avons de différentes organisations. Et ça serait problématique pour moi si on entre dans cette narrative de combat et de la lutte là-bas, parce que du pouvoir même. Il faut changer les relations du pouvoir, vous voyez, pour que c'est ça, plutôt changer le système que je comprends tout à fait que les femmes se conforment. C'est comme moi, je suis une grande partisane d'avoir le quota pour les panels, de ne pas avoir le manel, mais aussi de ne pas avoir le famel à un certain point. Oui, mais tout à fait. Il faut éviter que ce sont que de femmes qui discutent l'éducation primaire. C'est pas bien du tout, il faut des hommes là-dessus, évidemment. Oui, mais il faut aussi que ce sont des femmes qui débattent la guerre en Ukraine. Ou la politique étrangère, ou la taxation en Europe, etc. Évidemment. Pourquoi? Parce que je crois, et j'y crois, que nous avons notre point de vue qui nous crée. On est polonais, on est français, on a 50 ans, on a 20 ans. C'est toutes les perspectives qu'il y a. Mais il y a aussi cette perspective de femme. Et dans le même sens, comment on établit la gestion commune de cet espace public, ça, je crois que c'est important de l'avoir aussi influencé par le fait qu'on a des femmes. Absolument. Permettez-moi de conclure sur cette idée, parce que je voudrais quand même qu'on parle encore 2 secondes de l'Eurobaromètre, les minutes qui nous restent. Je vous propose de conclure ce que vous venez de dire sur la lutte et le pouvoir et le positionnement et le changement de système. Une phrase d'une auteure féministe qui a écrit tout un livre incroyable sur l'autodéfense, l'histoire, etc. Et j'ai retenu cette phrase: il ne faut pas apprendre à se battre, mais désapprendre à ne pas se battre. Et ça, je trouve très, très juste. Oui. C'est justement pas une attitude agressive masculine, si j'ose dire, je caricaturise un peu, mais plutôt d'une façon douce, mais de changer le système pour autrement exercer le pouvoir, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Permettez-moi de faire un autre point qui me tient à cœur beaucoup récemment, parce que vous avez demandé sur la guerre en Ukraine, l'agression russe en Ukraine et la situation là-bas.
Or, j'espère que, comme je dis, que toute la pression qu'on a, y compris les armes, malheureusement, mais les armes qu'on envoie là-bas, vont contribuer à finir la guerre, d'une manière ou l'autre. Mais puis après, je crois que c'est un devoir, un grand devoir aux Ukrainiens, mais auquel nous, on va aussi devoir participer, c'est effectivement de travailler ce qui s'est passé, travailler l'histoire, mais travailler aussi cet espace public pour qu'il ne soit pas seulement en premier lieu défini par la guerre et par le rapport de force et par le rapport de pouvoir, pour pouvoir redéfinir ça. C'est vraiment, c'est un changement qui est devenu, qui probablement maintenant, pour aller vers la situation de guerre, qui s'est passé très vite, mais pour pouvoir le retravailler et pour pouvoir dire comment on veut l'établir pour que ça soit pur rapport de force, ça va être un grand devoir aussi pour toute la société, mais y compris pour les femmes en Ukraine. Absolument. Et c'est ce qui est d'ailleurs terrible dans ce que vous dites, c'est qu'évidemment, la base de votre pensée, c'est qu'on s'entend sur certaines règles qu'il faut appliquer. Et c'est justement cette guerre, c'est un homme qui, en dépit de toutes les règles, fait quelque chose d'aussi agressif. Donc, c'est très difficile de trouver autre chose que la force de l'autre côté comme réponse. Vous avez tout à fait raison, il faut la chercher. Je voudrais encore que nous parlions, si vous voulez bien, Madame Baltardrop, de cette étude d'Eurobaromètre qui vient de paraître sur les femmes pendant le temps de Covid. Je vais résumer un tout petit peu, parce qu'il ne nous reste que 10 minutes pour que vous puissiez... Je vais résumer un tout petit peu. Donc, ce rapport parle entre autres donc, des priorités du Parlement européen dans ce monde, comme je l'ai décrit au début, qui s'est malheureusement empiré pour les femmes à tout point de vue avec la pandémie. Ça, il faut le dire. Donc, maintenant, il faut regarder de l'avant vers l'avenir. Et là, les priorités du Parlement, ce sera la lutte contre le trafic humain, la lutte contre la violence envers les femmes, le combat pour réduire le pay gap, donc cette différence qui perdure entre les salaires des hommes et des femmes pour un travail égal. Ça, c'est les 3 priorités que le Parlement européen a donc définies ainsi. Quelle est pour vous dans ces 3 luttes, donc trafic humain, violence contre les femmes, paye égale, quelle est celle qui vous tient le plus à cœur et dans quelle direction pensez-vous que nous devrions avancer pour améliorer la situation? C'est très difficile de choisir entre les 3 parce que, premièrement, ce sont les 3 priorités qui sont également importantes et puis ce sont les 3 priorités qui appartiennent à des niveaux différents, si vous voulez. Je crois que la violence contre les femmes, c'est quelque chose qui est d'un côté très profondément ancré dans la culture, qui est très caché. Parce que la violence contre les femmes, surtout la violence domestique, souvent dans certaines cultures, dans certaines sociétés, on le voit pas. Et c'est là que les femmes n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de voix, n'ont pas d'instruments, d'influence et n'ont pas de refuge finalement. Et c'est quelque chose qui est très basique, presque physique, mais la violence, c'est physique. Tandis que le pay gap, c'est comme j'ai dit, il faut que tu aies ton argent. Mais finalement, c'est aussi le rapport de pouvoir, mais disons, comment dirais-je, c'est un peu un autre niveau, un autre échelon, si vous voulez. C'est moins essentiel, peut-être. C'est ça que vous voulez dire, même si ça reste évidemment, c'est difficile de choisir. C'est essentiel, mais si quelqu'un vous frappe et que si quelqu'un a 30% d'argent de plus, et le trafic humain, c'est absolument quelque chose qui est dans l'ombre, qui est abominable et qui aussi c'est aussi des structures criminelles.
c'est vrai que c'est plutôt aux institutions, aux États, aussi aux organisations, y compris les ONG, tout ça, disons, de trouver les moyens de l'éradiquer, sinon le diminuer. Tout à fait. Alors, En fait, vous avez je raison. refuse de choisir. Je comprends très bien et je trouve votre réponse très sage. Vous avez tout à fait raison aussi de parler des différents niveaux auxquels ça se... Et en plus, ils sont ça aussi évidemment interconnectés. Avec moins d'argent, on peut vivre peut-être dans un quartier moins sûr et on est plus objet de violence où il faut prendre le métro tard parce qu'on ne peut pas se payer une voiture, etc. Donc, évidemment, tout ça, il y a aussi un rapport entre tout ça. Je voudrais, si vous voulez bien, passer les dernières minutes sur quelque chose que je me refuse de qualifier un problème de luxe, parce que justement, ça ne l'est pas, mais qui est donc un peu moins physique que la violence physique envers les femmes, qui donc cette violence, cette différence de salaire entre les femmes et les hommes qui perdure, c'est à peu près, en France, la moyenne, c'est 22%, et puis après, ça dépend, c'est incroyable, l'Allemagne est absolument pas meilleure, on est vraiment loin d'être exemplaire. Ce que je trouve intéressant, une des manières de lutter contre ça, c'est par exemple une loi qui passait en France il n'y a pas si longtemps, que des entreprises au-delà de 500 personnes sont à la demande. Il faut être transparent par rapport au salaire. Donc, vous pouvez, vous, en tant que femme, tout à fait demander ce que gagne l'homme à côté, dans le bureau d'à côté, qui fait le même travail que vous, et comparer, et éventuellement essayer de rectifier le tir. Est-ce qu'une telle loi, une telle procédé, la transparence salariale pour y arriver sur le continent européen où normalement l'argent est un tabou, différemment qu'aux États-Unis où tout le monde en parle dans les premières 5 minutes de ce qu'il gagne, c'est pas pareil. Est-ce que quelque chose comme ça vous semble sensé comme mesure et est-ce que vous pourrez vous imaginer ça au sein de l'institution européenne? Et ça serait, si vous pouvez répéter, ça serait la mesure ou le mécanisme de contrôle plutôt Non, c'est une loi qui dit qu'à partir de 500 salariés, une entreprise doit, à la demande des personnes qui y travaillent, être transparent sur les salaires. Tout le monde peut savoir ce qui gagne tout le monde dans l'entreprise, c'est-à-dire les femmes peuvent comparer si elles gagnent pareil par rapport à un homme qui fait un travail similaire ou le même, et éventuellement, donc à partir de là, renégocier. Donc c'est un énorme tabou, hein, l'argent, je sais. Est-ce que quelque chose comme ça vous semble une bonne idée pour arriver à réduire le pay gap? Et est-ce que vous imaginez quelque chose comme ça au sein des institutions européennes? Mais disons que pour moi, je ne connais pas le projet de la loi, je comprends que c'est une loi qui est passée en France. Ah oui. Elle est appliquée en France, au-delà de 500 personnes. Ce qui me poserait le problème, c'est le fait que je comprends que ce n'est pas anonyme. C'est pas une mesure qui vous permet de voir où vous êtes comme femme comparé aux autres femmes sans savoir qu'elles sont. C'est la transparence salariale. C'est vraiment c'est ça. Nominatif ou pas nominatif est en fait peu importe. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Je n'ai pas écrit ce texte de loi, mais l'idée c'est qu'on peut savoir ce qui gagne qui, dans quel niveau ça veut dire que c'est nominatif quand même. Qui gagne quoi? Ce qui gagne quoi? Pour moi, il faut se demander à quoi ça sert, hein? Les finalités, le but d'une loi. Tout à fait. Je crois que le but ou l'objectif de notre action devrait être d'assurer que le même travail ait le même paie, mais nous savons aussi qu'il y a mais il y a des éléments du paie qui relèvent de la longueur de travail, de la vie, tout à fait. De la vie professionnelle, etc. Oui. Et là-bas, je dirais qu'il y a aussi un élément de rôle sociétal que les femmes et les hommes ont. Et ça dépend de la société, bien évidemment. Mais moi, je chercherais
quelque chose à rétablir cet équilibre et de chercher les moyens ou disons Les mesures. les mesures qui aideraient à résoudre ça d'une manière systémique. Si on est dans une société qui est grande, je crois que ça serait bénéficiaire que de pouvoir comparer combien on gagne réellement dans les postes pareils selon le genre. Ça, Ce genre de terme, exactement. Mais disons que de dire que Madame X ou Monsieur Z gagne ça et moi je gagne 10 € de moins ou 100 € de moins, ça peut causer des tensions que peut-être ne seraient pas, comment on dit, ne servaient en pas. revanche. Voilà, très bien. le but. Très, très bien. Voilà, Donc, je ne connais pas la loi, alors… non, c'est juste, j'essaye de trouver une mesure, disons, positive pour terminer notre heure de discussion à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Donc, et je me suis dit, vous êtes sûrement bien placé pour parler, vous avez sûrement beaucoup négocié des salaires dans votre vie, forcément. Vous étiez dans des situations où souvent les femmes sont soudainement, comment dire, désavantagées parce qu'elles ont fait une pause pour un enfant, parce qu'elles ne voulaient pas accepter un travail où il faut voyager beaucoup, toujours à cause de la famille. Toutes ces raisons qui font, vous le savez très bien, dans la carrière d'une femme dans une entreprise, des freins à gagner à un moment donné autant que l'homme. Parce que ce que vous dites généralement, c'est très bien, mais la réalité, encore une fois, c'est un véritable gender gap et au sein de l'Union européenne et à l'intérieur des différents pays membres. Donc, nous allons peut-être terminer, si vous voulez bien, avec, je vous laisse libre cours à une idée à vous pour améliorer les droits des Européennes dans le secteur que vous choisissez. Je ne vous demande plus de choisir, à vous de nous proposer une petite mesure ou une idée ou une piste pour améliorer la situation des femmes européennes. Plus de communication, un code de couleur, de ce que vous pensez qui pourrait être utile pour avancer cette cause si essentielle. Écoutez, on a très peu de temps. Je n'ai pas d'idée, mais je vais vous donner un exemple qui est très petit, qui a été suivi par une collègue à moi et qui a vraiment changé pendant Très bien, années. une mesure concrète, super. On a eu au sein du Parlement, on a toujours les huissiers, le huissier de salle, ceux qui sont là pour disons, assister tous les gens aux réunions, y compris en premier lieu les membres du Parlement. Et c'était traditionnellement les mecs, issus d'ailleurs de Napoli ou de Sicile, je ne sais pas où, c'était traditionnellement les Italiens. Et on s'est dit, il y a une dizaine d'années peut-être, qu'il faut faire quelque chose parce que c'est pas correct, c'est pas bien pour l'équipe, mais c'est aussi pas bien pour l'image du Parlement. Et on a commencé à recruter des femmes. Aujourd'hui, ces femmes sont un tiers de l'équipe. Et au début, c'était que le mec qui était présent, visible, et les filles, elles faisaient du travail de back-office, de quelque chose d'administratif. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de costume. Parce que ceux qui décidaient en costume ont dit que ce n'est pas possible d'avoir un costume pour une femme huissière. Il y avait une collègue qui est directrice, et c'était une femme, effectivement. Qui a décidé. L'argument était que les femmes en costume avec les jupes, ça ne serait pas sérieux. Et en plus, vous voyez, c'était les mecs, alors vous pouvez vous imaginer tous les clichés possibles. Bien sûr. Et elle a dit pourquoi pas. Elle a demandé à quelqu'un de faire un costume de femme l'huissière avec des, comment on dit ça, ils ont des fracs. Oui. Avec la chaîne ici, et tout marche. Un pingouin, on dirait. Mais les arguments qui étaient là, c'était incroyable. On peut dire, oui, c'est petit, c'est drôle, etc. Non, c'est là qu'il faut faire la différence. C'est de montrer que les femmes, pas seulement peuvent faire les mêmes travaux,
pas seulement en plus, elles doivent gagner le même, mais aussi que ça fait la différence. Parce que si on a une équipe de femmes et mecs qui font la même chose et qui sont tous en frac, avec des poitrines différentes, si je peux, parce que c'était les arguments. C'était ça la différence, forcément, oui. Aujourd'hui, c'est accepté. Je crois qu'il faut chercher des éléments comme ça. C'est pour cela que la mobilisation est nécessaire, pas seulement de parler des chiffres, que M. Papadimoulis en a parlé avec tellement de détails, mais aussi pour s'appliquer en action partout. Très, très bien. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette anecdote vraiment au sein même de l'Union européenne. J'aimerais bien y ajouter parce que vous m'avez fait penser à ça, quand Marguerite Yourcenar a été acceptée à l'Académie française en 80, était la première femme à intégrer ce Graal de la culture française. Avant qu'elle soit nommée, les membres mâles de l'Académie ont refusé même cette option pour cause d'absence de salle de bain pour femmes dans l'immeuble. Donc, si je me souviens bien, il fallait bien commencer par quelque chose. Ouais. Oui, mais il y avait bien aussi un débat sur le costume, parce que c'est un costume qui est brodé, etc. Exactement. Oui. Tout à fait. Mais bon, depuis, il y a pas mal de femmes qui sont rentrées dans l'Académie française, comme chez les huissiers du Parlement européen. Merci beaucoup, Madame Walterdrop, d'avoir passé cette heure avec nous, d'avoir partagé votre vision et vos expériences. Merci beaucoup. Et bonne chance dans l'exercice de votre métier si important, qui est donc ce Babel européen, la traduction de tout le monde en toutes les langues. Merci beaucoup, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci de l'intérêt que vous avez porté à cette cause des femmes dans cette année si difficile pour elles, qui donc 2022. On ne peut qu'espérer que l'année prochaine, on pourrait faire le constat de quelques progrès, évidemment avant tout la paix, mais aussi peut-être que certaines des grandes blessures sur la planète femme que cette pandémie a ouvert se seront fermées d'ici l'année prochaine. Merci beaucoup et très bonne soirée à tout le monde. Au revoir.